Alors, en tant que conservateur à la BNU en responsabilité des manuscrits à caractère scientifique pour ma part, et en tant que professeur d'archéologie grecque à l'Université de Strasbourg pour Daniela Lefebvre-Novaro, nous avions connaissance de la présence à la bibliothèque des archives de l'architecte voyageur et pionnier de l'archéologie grecque Karl Aller von Hallerstein et de leur importance dans deux registres au moins que nous avons souhaité associer et faire interagir dans cet ouvrage. Le premier est celui de l'histoire de l'archéologie grecque, notamment des premières découvertes qui se sont accompagnées d'une démarche véritablement scientifique. Le second aspect est celui du contenu artistique et dans une certaine mesure ethnographique du fond. Le premier registre, celui de Aller von Hallerstein en tant que pionnier de l'archéologie grecque, a été étudié à partir des années 1970, notamment par des chercheurs allemands, Klaus Fressler et Georg Bankel, mais également du français Georges Roux. Mais nous subodorions que le fond n'avait pas encore révélé tout son potentiel et toutes ses richesses, notamment à propos d'autres sites qu'Égine et Bassaé, dont les fouilles ont contribué à la notoriété de Haller. Le second aspect, celui relatif aux dessins non strictement architecturaux et archéologiques de Haller, nous est apparu comme étant encore très largement méconnu et insuffisamment divulgué, ce qui nous interrogea, voire nous intrigua, au vu de la masse de dessins conservés dans le fond strasbourgeois. En parcourant ce fond, nous constations en effet que Haller dessinait quasiment systématiquement l'environnement des sites qu'il s'apprêtait à fouiller et les itinéraires qui y menaient. Il dessinait inlassablement avec une étonnante frénésie et gourmandise qui interpelle si l'on songe aux difficultés inhérentes au voyage en Grèce à cette époque où les routes étaient chaotiques et pouvaient se révéler fort dangereuses, sans oublier le contexte géopolitique de la Grèce des années 1810, proche du théâtre d'opération en mer Ionienne du conflit entre empires français et britanniques. De plus, et c'est assurément ce qui a déclenché l'envie chez nous d'investiguer davantage ce fond et d'en faire un livre, c'est que nous trouvions ces dessins beaux et émouvants et porteurs, en tout cas, d'une dimension esthétique et poétique qui nous semblait dépasser le strict plan documentaire. C'est donc d'une double motivation animée d'une séduction esthétique qu'est né ce projet, exploiter davantage les potentialités du fond quant à ses apports à l'histoire de l'archéologie grecque d'une part, mettre en lumière un formidable corpus de dessins représentant le territoire et les habitants de la Grèce à la veille de la guerre d'indépendance d'autre part. Une troisième motivation qui découle en réalité des précédentes consistait à poser un jalon supplémentaire à l'histoire du Grand Tour et des voyages d'artistes dans le bassin méditerranéen et principalement en Grèce tout au début du XIXe siècle. Notre point de référence à cet égard était le travail de Christine Peltre, publié en 1997, Retour en Arcadie, le voyage des artistes français en Grèce au XIXe siècle, qui évoque notamment cet âge d'or du voyage pittoresque et le philénénisme in situ qui naît à l'aube de la grande révolte des Grecs contre la tutelle ottomane. Avec Hallerstein, nous avions un acteur de langue et de culture allemande qui était de nature à alimenter et à illustrer l'histoire des voyageurs européens en Grèce, leurs liens et leur sociabilité. Il fallait bien entendu disposer d'un cadre pour mener à bien cette étude et la valoriser. À cet égard, nous avons pu bénéficier en 2022 du dispositif résidence de chercheurs de l'infrastructure nationale Collex-Percé, qui offrait justement la possibilité de réaliser une étude portant sur un fonds documentaire d'une bibliothèque de l'enseignement supérieur. Nous avons par ailleurs pu insérer ce travail dans l'axe pratique, rituel, geste, objet et représentation de l'Institut thématique interdisciplinaire ISAR de l'Université de Strasbourg. Il a ainsi alimenté les communications et les réflexions d'un colloque international tenu en novembre 2023 consacré aux sanctuaires et paysages et à la découverte des lieux de culte en Italie méridionale, en Sicile et dans le bassin égéen. Pour la valorisation de ce travail, nous pouvions envisager de le publier dans la nouvelle collection Savoir collecter des presses universitaires de Strasbourg, alors justement en gestation et dont l'objectif était, comme l'a rappelé Christophe, justement de publier des travaux s'appuyant sur des collections universitaires.
Une fois évoqué ce cadre et le contexte de cette publication, et avant d'en arriver à la présentation de son contenu, il nous faut adresser nos remerciements à tous les acteurs qui ont permis sa réalisation. Nos remerciements s'adressent en premier lieu aux auteurs qui ont accepté de collaborer à ce projet. Madame Christine Peltre, professeure émérite d'histoire de l'art contemporain, ancienne directrice de l'Institut d'histoire de l'art de l'Université de Strasbourg, spécialiste des artistes en Grèce et plus largement en Orient. Jérôme Schweitzer, mon collègue conservateur à la BNU qui assume la direction du pôle partage, diffusion et réseau. Corentin Voisin, malheureusement absent ce soir, agrégé d'histoire et docteur en archéologie, remarquable transcripteur et traducteur du journal de voyage de Haller. Marine Schlachter, enfin, doctorante en archéologie et réalisatrice des cartes qui illustrent en fin de volume les itinéraires suivis par notre voyageur. Nos remerciements s'adressent également à M. Alain Collat, directeur de la BNU et du GIS Colex Percé à l'époque où ce projet a été initié et mené. Aux presses universitaires de Strasbourg, nous remercions très chaleureusement M. Édouard Mehl, directeur éditorial des Puces jusqu'il y a peu, qui a œuvré à l'instruction de notre projet et à son insertion dans la nouvelle collection Savoir collecter. Celle-ci est dirigée par messieurs Christophe Didier, David Aubin, Sébastien Soubiran et Malcolm Valsby, à qui nous adressons également nos vifs remerciements. Nous n'oublions pas aux presses universitaires, Madame Juliette Lelieur, présidente du conseil d'orientation, Monsieur Rémi Gounel, président du comité éditorial, ainsi que les maîtresses d'œuvre éditoriales de l'ouvrage, Tessa Jacot, directrice, Aurélie Guillot, chargée d'édition, et Flore Amiot, qui a assuré le graphisme avec brio. Enfin et surtout, nous remercions très chaleureusement nos mécènes, sans qui cette publication n'aurait pas pu voir le jour, en tout cas pas sous cette forme que nous souhaitions. Un grand merci donc à l'Association des Amis de la Bibliothèque d'Andri Dzena et à son directeur, le docteur Dimitrios Tselepis. Merci à l'agence de voyage Terra Nobilis, voyage d'art et d'histoire, et à son directeur Laurent Lanfranchi. Et un grand merci également à l'association Alsace-Crète et à son directeur Jean-Claude Schwendenmann. Venons-en à présent à la présentation du contenu de ce livre. Il est composé de deux parties. Une première partie comprend des textes de mise en contexte et la traduction partielle du journal de voyage de Hallerstein. Daniela Lefebvre-Novaro et moi-même évoquons la biographie de Haller et les principales étapes de son voyage. Jérôme Schweitzer évoque le contexte historique et géopolitique du voyage et la concurrence des nations européennes pour la mainmise et l'accaparement physique et symbolique du passé antique de la Grèce. Christine Peltre évoque plus spécifiquement les inspirations, les modèles et motifs de Hallerstein, sa sensibilité d'artiste et sa place dans le courant du dessin pittoresque de la Grèce au début du XIXe siècle. Corentin Voisin propose la traduction française d'extraits significatifs du journal du voyageur dont l'original est établi en allemand et de manière manuscrite. Et puisque ce travail s'inscrit dans une collection dédiée aux collections des universités et des bibliothèques universitaires, il nous a paru également utile de retracer les étapes de l'acquisition du fonds par la BNU dans le contexte scientifique de son époque, c'est-à-dire celui de l'Université impériale allemande fondée au lendemain de l'annexion. Une seconde partie de l'ouvrage est composée d'un corpus de 50 dessins réalisés en Grèce par Hallerstein, présentés et commentés pour la majeure partie d'entre eux par Daniela Lefebvre-Novaro. Alors, qui était Karl Haller von Hallerstein, dans le contexte, et dans quel contexte a-t-il effectué son voyage? Il est né en juin 1774 au château de Hiltpolstein, à une trentaine de kilomètres au nord-est de Nuremberg. Sa famille fait partie de la petite noblesse, assez peu fortunée. En 1788, il entre en qualité de précepteur au service de la famille princière de Nassau-Saarbrücken, puis suit des cours à la Hohe Karlsschule de Stuttgart et à l'Académie d'architecture de Berlin. Il y est formé entre autres par les architectes Gilly, père et fils. Il y côtoie également Karl Friedrich Schinkel, Leo von Klenze, avec lesquels il découvre l'architecture néoclassique qui se développe alors. Riche de cette formation en architecture et en art graphique, le jeune Haller von Hallerstein retourne à Nuremberg en 1806, date à laquelle il devient inspecteur royal des bâtiments, fonction qui semble-t-il l'exalte assez peu. Saisi par l'appel du large, sans doute né de son compagnonnage avec les jeunes artistes de l'Académie de Berlin, il obtient en mars 1808 un détachement pour réaliser un voyage d'études en Italie qui viendrait couronner son éducation artistique et nourrir son inspiration, s'inscrivant en cela dans la tradition du Grand Tour alors en vogue.
Il échoue en revanche à trouver un mécène auprès de la cour du roi de Bavière Maximilien Ier, et c'est donc relativement désargenté qu'il entame en août 1808 son voyage vers le sud et vers la péninsule italienne. Il franchit le Tyrol, la vallée de l'Inn, le col du Brenner, parvient à Vérone vers la mi-septembre et atteint Rome le 12 novembre 1808. Avec ce départ de Munich débute la grande série de dessins de voyage qu'Hallerstein produit sans relâche jusqu'au terme de sa vie en novembre 1817. À Rome, il rencontre d'autres artistes, notamment allemands, parmi les cercles qui fréquentent la Villa Malta, fréquentée par les artistes allemands, comme on le sait. Alors, Hallerstein habite juste à côté, Via Sistina. Puis, à partir du printemps 1809, des personnalités animées d'une passion commune pour l'Antiquité, au sein desquelles naît le projet de voyage en Grèce, le peintre wurtembergeois Jacob Link, les philologues danois Peter Olof Bronsted et Georges Coës, l'archéologue et peintre germano-balte Otto Magnus von Stackelberg. Au début de l'été 1810, la décision est prise de gagner la Grèce. Le groupe se dirige vers le sud de l'Italie, séjourne à Naples, et avant de gagner le port d'Otrante, d'où il traverse le bras de mer pour rejoindre l'île grecque de Corfou. Le groupe atteint donc Corfou à la fin de juillet, et c'est le début d'une aventure de 7 ans et demi passée à sillonner la Grèce continentale, les îles Ioniennes, Saronique et Cycladique, mais également la côte d'Asie mineure et Constantinople. Alors, nous vous présentons ici la carte du premier itinéraire, mais qui vous donne également les différents points où a séjourné Hallerstein durant ces 7 ans et demi. Épuisé par ces années de labeur passées à fouiller et à étudier de multiples sites archéologiques, dont les plus fameux Égine, Bassae et Milos, dans des conditions souvent très difficiles, il s'éteint le 5 novembre 1817, à l'âge de 43 ans, à Ambelakia, en Thessalie. Alors, Haller meurt sans avoir eu le temps et la possibilité de publier les fruits de ses découvertes, comme il l'avait envisagé avec ses compagnons de voyage, avant même de partir en Grèce, à Rome, et sur place à Athènes à partir de 1812. Coquerel, rencontré à Athènes, le Britannique, et Stackelberg publieront après leur retour de Grèce des ouvrages consacrés aux temples de Bassae et d'Égine, ainsi qu'aux vues pittoresques de la Grèce issues de leur épopée commune avec Haller, et lui rendront ainsi un hommage appuyé. Mais le travail de Haller restera longtemps inédit du fait de cette mort prématurée. Et c'est cette matière première inédite, brute et souvent inachevée qu'a acquis la BNU, alors Kaiserliche Universitäts- und Landesbibliothek, à partir de 1878, et en plusieurs étapes jusqu'en 1909. Et c'est cette matière première, donc brute et souvent inachevée, que ce livre propose de révéler, en partie seulement, tant l'archive est considérable et variée. L'étude du fond que nous avons menée a permis d'établir 9 itinéraires principaux parcourus par Haller en Grèce et en Asie mineure entre 1810 et 1817. Évoquer ici les 9 itinéraires serait impossible, mais Daniela Lefebvre va en présenter quelques séquences significatives. Puis Christine Peltre évoquera les inspirations de notre voyageur, ses modèles et motifs, sa sensibilité et sa place dans le courant du dessin pittoresque de l'époque. Enfin, Jérôme Schweitzer évoquera le contexte géopolitique du voyage de Haller, avant que je ne reprenne la parole, si nous en avons le temps, pour quelques brèves considérations conclusives. Voilà, je cède la parole à Daniela. Alors, la deuxième partie de l'ouvrage est donc consacrée à un choix de dessin que Haller a réalisé dans son long séjour en Grèce entre juillet 1810 et novembre 1817. Donc, pour des raisons de temps, naturellement, ici, il s'agira seulement de quelques-unes des vues paysagères les plus réussies d'un point de vue artistique. Et en même temps, je tâcherai de vous montrer les étapes les plus significatives de ces voyages et de ces découvertes archéologiques absolument fondamentales. Le point de départ est naturellement Athènes. Vous voyez ici l'itinéraire qui l'a conduit donc de Otrante jusqu'à Athènes, où il arrive le 28 septembre 1810,
en compagnie de Stackelberg et Link. C'est la ville dans laquelle il s'installe, il vit la plupart du temps et il nous en laisse donc d'innombrables dessins et esquisses. Ici, je vous en ai choisi un. Installé sur les pentes de la colline de la Pnyx, pour ceux qui connaissent un peu la topographie d'Athènes, ça vous rappellera des choses. Allaire dessine ce vaste panorama de la ville avec ses maisons et ses minarets, dominés par l'acropole. Et ensuite, vous pouvez distinguer, si je vous montre tout, ça va prendre des plombs, mais en tout cas, j'y arrive pas. Bien. Non, pas du tout. Alors, donc, en tout cas, et ensuite, le rocher de l'Aropage au milieu et la colline du Tission après. On aperçoit à l'arrière le Lycabette, qui à l'époque était appelé le mont Ankestos, et entre le Lycabette et l'acropole, vous avez tout au fond, donc sur le... Voilà, à l'horizon, le relief du Pentélique, d'où vient le marbre avec lequel on a construit les bâtiments de l'acropole. Au premier plan, dans les champs qui entouraient à l'époque la ville et qui en réalité correspondent, si vous connaissez un peu la topographie athénienne, à la route piétonnière qui amène aujourd'hui de l'acropole jusqu'au Tission, vous avez en réalité un paysan qui conduit une charrue tirée par 2 bœufs, tandis que si vous allez un peu plus sur la droite, vous avez 2 enfants assis face à face. C'est en quelque sorte l'image de la vie quotidienne qui se déploie devant les yeux de l'artiste. L'acropole est encore caractérisée par les vestiges d'époque franque et turque. Vous pouvez voir les fortifications sur le côté ouest et la tour franque qui s'élevait à droite des propylées jusqu'en 1875, quand ensuite sera démantelée. Et à l'arrière, on aperçoit la façade ouest du Parthénon, avec les colonnes du Parthénon, donc avec une précision absolument millimétrique. L'enceinte est celle construite par les Ottomans en 1778 pour protéger la ville. Et elle descend de l'acropole vers la droite, vers l'Odeion d'Hérodes Atticus, qui était d'ailleurs englobé dans cette enceinte. Et de l'autre côté se dirige vers l'Aréopage et poursuit vers le Tission, ce temple, donc tout sur la gauche, voilà, dans lequel vous voyez assez bien l'enceinte. Alors en réalité, ce temple correspond au temple de Athènes Ergane et de Héphaïstos, appelé Tission, parce qu'une partie des décorations, des métopes notamment, représente Thésée. Alors ici, dans cette vue, Allerstein le reproduit jusque dans les moindres détails. Il a voulu représenter en réalité une cérémonie dont nous n'avons aucun détail parce que ce dessin n'est ni daté ni légendé. Mais on a quelques indices qui nous font penser probablement à un mariage albanais qu'il décrit dans son Tagebook, traduit par Corentin Voisin. Donc c'est grâce à Corentin que probablement on a compris. En tout cas, vous voyez que cette cérémonie attire beaucoup de foule, beaucoup de monde. Vous avez des cavaliers qui sortent d'une route, ici au premier plan. Ensuite, encore des hommes armés qui se dirigent vers le temple. Et là, à côté du temple, beaucoup de monde, toute une foule de personnages habillés avec des habits blancs. Et si vous les regardez bien, juste à côté de la porte latérale, il y a des personnages qui sont mis en cercle. Ils sont disposés en cercle qui probablement esquissent quelques pas de danse. Alors, en réalité, cet endroit, à l'époque, représentait véritablement cette esplanade, le principal lieu de rassemblement des habitants d'Athènes, qui se réunissaient ici à plusieurs reprises. Alors, un témoignage intéressant nous est donné par le comte de Forbin, qui, en 1817, a visité Athènes et a logé auprès de Sébastien Fauvel, à l'époque vice-consul de France à Athènes. Alors, voici les mots du comte de Forbin. Sa maison, celle de Fauvel, naturellement, où il logeait, est placée entre les ruines de la bibliothèque des Ptolémées et le temple de Thésée. Donc, il doit s'agir d'une des maisons que vous avez dans la zone de l'Agora. Assis sur sa terrasse, nous entendions le soir la musique discordante des esclaves égyptiens qui se réunissent parfois pour oublier leur servitude. Ils forment des danses nubiennes sur le lieu même où des brillantes théories célébraient jadis la fête du fondateur d'Athènes.
Alors encore, autre exemple que je pourrais vous donner de l'importance de cette esplanade, le 13 décembre 1834, c'est ici que la population d'Athènes va célébrer l'arrivée du roi Othon de Bavière, le premier roi d'Athènes qui arrive dans la nouvelle capitale, toute nouvelle, après la phase de l'épanastasis et la création de l'État grec en 1830. C'est d'ailleurs encore dans ce temple du Tision devenu un temple protestant, donc un ancien temple grec transformé en église protestante. Eh bien, c'est là que finalement Hallerstein sera inhumé après sa mort, quand le corps sera rapatrié par Gropius en 1817, après sa mort. Mais quittons quand même Athènes, parce que Hallerstein n'a pas visité que Athènes, bien sûr, et on se dirige tout de suite vers le Sounion, ce cap très fameux, situé à un peu plus d'une 50aine de kilomètres au sud d'Athènes. L'un des plus connus de Grèce, c'est devenu, dans ces années, fin du XVIIIe et XIXe siècle, l'un des endroits les plus visités par les voyageurs qui séjournent à Athènes et qui en laissent des vues extrêmement détaillées. Dans son journal de voyage, encore une fois, merci à Corentin pour sa traduction, Hallerstein décrit ses visites au Sounion. Il en a fait au moins 3. L'une en 1810, l'autre en 1811 et la troisième en 1814, en compagnie de personnalités comme Robert Coquerel, Giovan Battista Lusieri et Lord Byron. Des excursions qui étaient extrêmement bien organisées parce que la zone du Sounion que vous êtes en train de voir dans une image générale sur la droite était à l'époque un repère de pirates, et on le savait, et il fallait être bien armé pour s'en sortir vivant. D'ailleurs, Hallerstein en fait la preuve en novembre 1811 avec ses compagnons. La renommée de cet imposant temple dorique consacré à Poséidon, que vous voyez très très bien sur la gauche, n'est pas seulement due à ses caractéristiques architecturales et à son bon état de conservation, naturellement, mais également à l'emplacement exceptionnel qu'il occupe tout au sud de l'Attique, dans un endroit où, selon Homère, et là je fais référence à un passage de l'Odyssée, selon Homère, Ménélas aurait enseveli ici Phrontis, son timonier, foudroyé par Apollon dans le voyage de retour de la guerre de Troie. Dans le dessin, Hallerstein reproduit, donc le dessin sur votre gauche, reproduit donc l'édifice qui conservait à l'époque 14 colonnes plus un pilastre d'Ante, celui qui est rectangulaire, et sur lequel Lord Byron va apposer sa signature. C'est ce qui montrent tous les guides touristiques. Si vous allez voyager en Grèce et vous faites la visite du Sounion, vous verrez, effectivement, on le lit très très bien, Byron. Mais pour nous, d'un point de vue un peu plus scientifique, ce dessin est très intéressant aussi pour sa légende que vous avez à l'extrémité gauche. Parce que Hallerstein écrit dans un premier temps Égine, ensuite il se corrige et au crayon de papier, il corrige Sounion. Alors, cette indication pour nous est précieuse parce que ce dessin, encore une fois, n'est ni daté ni légendé dans le détail. Et donc, pour le dater, il est tout à fait possible, il est fort probable que ce lapsus, si vous voulez, nous indique plutôt l'année 1811, parce que l'année 1811 est l'année dans laquelle Haller et ses compagnons découvrent Égine. Il est en train de dessiner énormément Égine, et donc probablement son crayon a fourché, et il a écrit Égine à la place de Sounion pour se rattraper tout de suite et se dire mais non, mais naturellement c'est Sounion. Alors, Égine, justement, voilà l'occasion pour passer à cette magnifique île du golfe Salonique que probablement vous avez visité, certains parmi vous, dans lesquels cet élégant temple dorique est construit sur une colline isolée dans le secteur nord-est de l'île d'Égine et consacré non pas à Zeus Panhellénios comme l'écrit Hallerstein, à l'époque c'était ça l'attribution. En réalité, à partir des fouilles de Furtwängler en 1901, on sait que le temple est consacré à Aphaïa grâce à une inscription sur des blocs et à d'autres inscriptions trouvées après, une mystérieuse divinité venue de la Crète, selon Pausanias, et qui pourrait avoir de belles origines remontant à l'âge du bronze. Alors, ce temple, entouré de buissons et de blocs architecturaux éparpillés, émerge de la végétation avec ses nombreuses colonnes intactes, vous avez vu, et des pans entiers de l'architrave. Donc, sans anastylosis, il n'y a pas de reconstitution pour l'instant. Donc, c'est vraiment assez extraordinaire. En effet, c'est l'isolement de ce sanctuaire qui l'a protégé. Parce que isolé dans un paysage de garrigues, dans une extrémité de l'île, il a peu été modifié, on va dire, par l'homme, et donc la préservation est véritablement
véritablement extraordinaire. Mais malgré cet éloignement, il a été en réalité visité souvent. Alors ceux qui le redécouvrent en 1675 sont Jacob Spohn et Georg Wheeler, qui vont donc le mettre en exergue, et ensuite il sera visité par de nombreux voyageurs, de Richard Chandler à James Stewart, à Dodwell et Pomardi en 1805, qui nous laissent des images particulièrement intéressantes, jusqu'à Stackelberg. Mais tous ces voyageurs n'ont pas entrepris de véritables fouilles. Pour avoir des fouilles, il faut attendre ce groupe du Xéneion, dont on parlera probablement un peu avec Jérôme, c'est-à-dire Aller, Coquerel, Foster, Link, qui se lancent dans cette aventure le 23 avril 1811. Et ils montent un campement isolé dans cet endroit, et en à peine quelques jours, ils découvrent des dizaines de sculptures, dont vous avez 2 exemples sur la droite, un fragment en partie, des sculptures en marbre de Paros d'une facture exceptionnelle, et qui appartiennent au statut des frontons, dont le sujet sont les 2 guerres de Troie. Donc à l'est, c'était la guerre mythique, celle de Héraclès contre Laomédon. Et d'ailleurs, vous le voyez, Héraclès en haut avec sa léontée dans la position de l'archer. Et à l'ouest, en revanche, la guerre de Troie homérique, l'attaque d'Agamemnon et des Achéens contre la ville de Priam. Il s'agit d'une découverte majeure pour l'histoire de l'art grec, le savent bien mes étudiants d'ailleurs. Et Hallerstein a contribué à tout ça avec d'innombrables dessins de blocs, d'éléments décoratifs, de ces statues naturellement, qui constituent une pierre miliaire dans l'évolution de la sculpture grecque au passage entre l'archaïsme et le classicisme. Ces œuvres, donc ces sculptures, achetées pour 1 millier de piastres à la population locale, sont transférées d'abord à Athènes, ensuite à Zante en août 1811 et ensuite à Malte en janvier 1812, dans le but de les mettre sous la protection des Anglais et pour éliminer évidemment la cupidité des Ottomans. Lors de la vente aux enchères, qui sera organisée fin janvier 1813, le prince Louis de Bavière s'adjuge la mise par l'intermédiaire du sculpteur Johann Martin von Wagner, qui assure le transfert à Rome, où Bertel Thorvaldsen, le sculpteur, en fera une première reconstitution, un tout petit peu critiquée, avant de les exposer donc à la Glyptothèque de Munich, où vous pouvez encore les admirer naturellement aujourd'hui. Mais Hallerstein, naturellement, ne se limite pas au golfe Salonique. Il voyage bien plus loin et notamment, il adore le Péloponnèse. Il fait un nombre de voyages dans le Péloponnèse vraiment très importants. Il explore dans tous les sens. Ici, je me suis vraiment bornée à vous montrer une représentation qui est rare et qui est donc juste Stackelberg nous en montre une qui est plus ou moins comparable, même s'il l'a réalisée une année après. Donc c'est le village de Scardamila, comme vous voyez dans la légende, aujourd'hui Cardamili. Vous êtes dans un petit village sur la côte ouest du Magne, resté assez intact encore aujourd'hui, magnifique. Vous êtes dans le paysage du Taïget, là où le Taïget plonge dans la mer, avec des paysages à couper le souffle, où Hallerstein et ses copains rencontrent les Kleftes, les bandes de brigands qui empêchaient l'accès à ce territoire, même aux autorités ottomanes, qui ne sont jamais arrivées à le contrôler. Ici, à Hallerstein, et ce groupe de jeunes Européens, en réalité, il est accueilli les bras ouverts, notamment par un capitaine Murzinos. Là aussi, les détails, on les a dans le Tagebuch, parce que sinon, tout ça, je n'aurais pas pu vous le raconter. Alors, le capitaine Murzinos les accueille à bras ouverts, il organise un grand banquet, et il est tellement accueillant qu'il voudrait les amener jusqu'au Cap Thénard, c'est-à-dire le Cap Matapan à l'époque, le Cap Thénard aujourd'hui, pour visiter le fameux sanctuaire de Poséidon, dans lequel les Européens généralement ne se rendaient pas, parce que le territoire était trop dangereux naturellement. Mais ces jeunes Européens, bien sympas donc, sont trop désargentés et n'ont pas assez d'argent pour payer toute l'expédition jusqu'au fond du Magne. Le Cap Thénard, c'est vraiment la pointe du Magne. Et donc, ils doivent renoncer à ce voyage organisé donc par ce capitaine. Alors là, au centre, à côté de l'église, vous avez le clocher. À côté de le clocher, vous avez la maison tour du capitaine Murzinos, celui qui donc contrôlait ce territoire.
Mais la rencontre avec ces populations locales pousse ces voyageurs vers la voie d'une réelle prise de conscience de la situation dramatique des Grecs qui étaient opprimés par les Ottomans depuis des siècles. Une domination d'ailleurs qui sera complètement remise en cause juste une dizaine d'années plus tard, à partir de le 25 mars 1821, le début de l'Epanastasis, donc la guerre d'indépendance grecque, qui durera jusqu'en 1830. Mais dans le Péloponnèse, la véritable découverte de Hallerstein est sans aucun doute la frise continue du temple de Phigalie, que vous voyez ici représenté dans l'un des nombreux dessins que Hallerstein nous a livrés. Alors, c'est une découverte vraiment retentissante parce qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre du premier classicisme, exposé encore aujourd'hui au British Museum. Je vous ai mis l'image de la salle d'exposition du British. Donc, c'était la frise continue qui décorait probablement la cella à l'intérieur du temple de Apollon Épicurios, dont on connaît l'attribution grâce à un passage de Pausanias. Les fouilles dans ce sanctuaire, situé en Arcadie, à 1130 mètres d'altitude, dans un endroit totalement isolé au sommet de la montagne, se fait à 2 reprises. Une première à l'été 1811, et ils sont chassés par les autorités de Fanari, parce qu'ils n'avaient pas les autorisations requises. Ils reviennent l'année d'après, été 1812, et là ils montent un véritable campement. Ils se font aider par la population locale, et d'ailleurs regardez les 2 bergers, tout à côté du temple, à la droite du temple, donc avec l'aide des bergers, sont très nombreux. Les sources parlent de 80 personnes qui fouillent pendant 1 mois. Et le résultat est donc la découverte. Alors, le temple était intact, vous le voyez, donc c'est un temple dorique de 6 sur 15 colonnes, œuvre d'Ictinos, s'il vous plaît, selon le passage de Pausanias, donc l'architecte du Parthénon. Mais ce qu'eux, ils découvrent, c'est la décoration donc, de l'intérieur de la cella. Donc, ils découvrent les sculptures à l'intérieur, et là aussi, avec voilà, toute une série de passages pour les transférer jusqu'à Zante, et là, encore une fois, l'organisation d'une vente aux enchères. Alors, Haller remplit des carnets et des carnets de dessins de ce temple, des sculptures, notamment le carnet 11. Et une des choses les plus intéressantes du point de vue scientifique, c'est que ces carnets sont en grande partie, ces écrits sont en grande partie en français, la lingua franca de l'époque. Parce qu'en réalité, Hallerstein et ses copains avaient l'intention de publier un ouvrage sur les découvertes qu'ils avaient fait. Hallerstein ne pourra pas, parce qu'il va mourir prématurément, et donc ce seront ses compagnons, Stackelberg tout d'abord, en 1826, qui publiera un gros volume sur ce temple, et ensuite Coquerel en 1860, en utilisant très largement le travail que Hallerstein avait fait en réalité. Alors, le temps nous manque, évidemment, pour vous décrire tous les autres voyages, surtout que dans la dernière partie de ces voyages, sur la dernière partie, on est moins informé. Parce que le Tagebuch est détaillé jusqu'à 1812, et ensuite, il commence à devenir très clairsemé. Donc, on connaît moins de choses. On sait qu'Hallerstein commence à avoir des problèmes de santé, donc probablement c'est lié à ça aussi. En tout cas, ses voyages continuent. Il se dirige jusqu'à Constantinople, où il réside 1 an et demi. Il visite la Troade, il visite toutes les Cyclades, une grande partie des Cyclades. Mais son journal de voyage est plus clairsemé, nous donne moins de détails. Et donc là, j'ai choisi de terminer cette rapide panoramique avec la description de ces retentissantes découvertes à Milos, la plus occidentale des Cyclades. Sur cette extraordinaire île d'origine volcanique, dont Haller dessine sur votre gauche le chénal d'accès au port intérieur, au plus grand port naturel de Méditerranée, Hallerstein commence des fouilles archéologiques, est le premier à faire des fouilles archéologiques, et découvre une partie du théâtre qui reste encore aujourd'hui en grande partie inédit d'ailleurs. Vous le voyez ici en premier plan, et vous le voyez mieux sur l'autre image avec une orientation complètement différente. Vous voyez une partie des gradins de la cavea et le mur de la Seine qu'il avait commencé à dégager. Voici les mots d'ailleurs que Haller écrit à la fin de ses fouilles avant de quitter l'île pour Athènes, fin septembre 1816. Les restes du théâtre antique de Milan ont été fouillés et les recherches sur leur architecture commencées par moi le soussignais.
Il me faut les abandonner pour le moment et je les remets dans les mains de Anagnostis Kouris, propriétaire du champ sur lequel ils sont situés. Je me propose de retourner ici pour finir mes recherches, si Dieu le veut, l'année prochaine. Donc, je prie, messieurs les voyageurs qui viendront visiter ces ruines, de bien vouloir avoir considération aux conventions que j'ai faites avec le propriétaire pour contribuer à garantir les restes de ce théâtre contre les désastres auxquels de tels trésors sont malheureusement exposés dans ces pays-là. Alors, les appréhensions de Haller vis-à-vis de la préservation de ces vestiges sont tout à fait légitimes. Dans ces années 1800-1820, qui voient le départ vers l'Europe de nombreux chefs-d'œuvre de l'art grec. Et en même temps, ces mots révèlent une profonde contradiction, parce que Hallerstein est lui-même à l'origine de la vente de nombreuses de ces sculptures, que ce soit celles d'Égine ou celles de Bassaé. Comme vous voyez, témoin privilégié d'une époque charnière, une personnalité, ou la même personnalité, peut se retrouver à la lisière entre prélèvement et préservation des mêmes sculptures des antiquités. Mais Hallerstein fait quand même preuve de discernement et de mesure dans ses recherches, tout en étant mandaté par Louis de Bavière pour collecter des antiques destinées à alimenter les collections de la future Glyptothèque de Munich, comme Jérôme nous rappellera. Haller est en définitive quand même, je pense, animé par une optique éminemment scientifique. Et les documents du fonds Hallerstein à la BNU montrent à quel point l'architecte a posé avec son travail acharné les jalons pour l'archéologie moderne scientifique. Mais son apport va en réalité au-delà de cette recherche archéologique. Et nous espérons d'ailleurs que cet ouvrage contribuera à mieux mesurer également son rôle dans l'histoire du dessin pittoresque et de la représentation picturale de la Grèce à la veille de la guerre d'indépendance, comme Christine Peltre maintenant va vous montrer. Je vous remercie. L'œuvre graphique de Karl Haller von Hallerstein n'a pas connu le destin de celle d'un Stackelberg. C'est-à-dire que celui qui l'a dessiné a été plus heureux que lui dans la diffusion de son travail. Stackelberg a beaucoup publié et, comme nous l'a rappelé Daniela, Haller n'a pas pu en raison de son destin tragique et précocement interrompu. Mais il a laissé un nombre considérable de dessins, conservés donc pour l'essentiel à la bibliothèque de Strasbourg, et ces dessins ont été consultés, partiellement publiés, mais beaucoup restent inédits. Et ces dessins portent, pour en tout cas la partie qui m'a été réservée, porte donc sur sa découverte du pays, d'un point de vue, pourrait-on dire, pittoresque, nous reviendrons ensuite sur ce terme, et ils appartiennent pleinement à ce corpus de dessins, de tableaux, dont on retrouve la richesse depuis quelques années, depuis que les travaux universitaires se sont lancés ont repris, si on peut dire, le chemin de la Grèce. Alors, en marge des travaux archéologiques, il y a énormément de sujets traités par Haller von Hallerstein, des portraits, des paysages, vues de maisons, de villages, motifs isolés, vastes panoramas, et sous forme, pour l'essentiel, de dessins au crayon ou à l'encre, parfois aquarellés, exécutés sur de petits carnets de poche ou sur de grands dessins, sur de grands supports, comme ceux des portefeuilles. Et cet ensemble et peut être interprété grâce en particulier aux précieuses notes sous forme de journaux, de lettres ou d'annotations sur les dessins qui reflètent le quotidien d'un voyageur et bien sûr éclairé aussi par ce fameux journal
des premiers mois en Grèce, un document extrêmement précieux, d'un très grand intérêt pour saisir sur le vif les impressions d'une sensibilité et d'un œil, la qualité d'un voyageur, sa culture, dans la singularité de son expérience et l'imprégnation de son époque au seuil de l'Europe romantique. Et je voudrais ainsi faire quelques remarques sur ces sujets. D'abord, quelques indications sur les sources et sociabilité d'un voyage d'artiste. Le voyageur qui aborde à Corfou en juillet 1810, trentenaire, est déjà riche d'une expérience qui va irriguer les 7 années de Grèce. Et on sait qu'il a une formation d'architecte. On sait aussi qu'il a déjà voyagé dans les contrées méditerranéennes. Et c'est en connaisseur du monde méditerranéen qu'il voyage, comme en témoignent les évocations qu'il fait de ses souvenirs italiens. Par exemple, la ressemblance des chaînes de montagnes au-dessus du fleuve Aspropotamos, ressemblance avec le Monte Cavo, dont on connaît l'étude qui sera très célèbre, réalisée plus tard par Corot. On peut aussi évoquer le souvenir de l'art italien, qui apparaît quelquefois, même si Haller ne fait pas tellement de référence à l'art que nous appelons moderne aujourd'hui, mais il y a quelques remarques comme celle-ci. Il voit sur le visage d'une jeune fille d'Andritsena, je cite, une vraie tête de Garofalo, et donc une comparaison intéressante avec son approche de l'art italien. Les années antérieures au voyage de Haller ne disent pas toute sa formation, évidemment, et il faut ajouter la sociabilité qu'il tisse avec d'autres artistes dont il loue la science du dessin. Alors, je passerai assez vite. On a déjà vu, par exemple, Jacob Link, qui reviendra s'installer à Rome en 1815, ici dessiné par Ingres, avec à ses côtés Stackelberg. Et Stackelberg, dont on a déjà parlé, qui a de multiples talents, et qui publiera sur son voyage 2 volumes, Costumes et usages des peuples de la Grèce moderne, enfin du moins pour l'aspect pittoresque qui nous intéresse, Costumes et usages des peuples de la Grèce moderne, mais en même temps la Grèce vue pittoresque et topographique. Donc voici une planche de son ouvrage de costume, et là le titre, le frontispice de la Grèce vue pittoresque et topographique, et puis 2 planches qui montrent donc l'esprit de ces dessins, souvent très proches de ceux de Haller von Hallertau. Et il faut préciser que la réception de ces dessins nous renseigne sur la manière dont on voyait la Grèce à ce moment-là. Son volume sur ses vues est préfacé par un savant français qui dit « Pour la première fois, la Grèce fut représentée sous son véritable aspect ». C'est-à-dire qu'on n'en connaissait que des visions un peu fantaisistes. Et on peut penser que les dessins d'Haller présentent un peu cette même sensibilité. Alors, autre compagnon de voyage, on peut citer aussi Gropius, qui sera consul d'Autriche à Athènes, et qui est en même temps dessinateur, qui illustre un ouvrage paru en 1805, Le voyage en Grèce, de Bartholdi. Et Bartholdi, qui sera ensuite consul à Rome. Et ce voyage en Grèce de 1805 est important
parce que Haller y fait référence dans son journal et en même temps au dessin de Gropius dont on a un exemple ici. Voici ce voyage. On peut également évoquer la figure de Coquerel, qui a déjà été évoquée en septembre 1810, représenté par Ingres à Rome en 1817, et dont Haller note la séduction naturelle. Il y a toute une description donc de cet artiste par Haller de façon très chaleureuse. Donc Coquerel, qui est évidemment plus connu par ses représentations de sites archéologiques, son activité d'archéologue, mais il n'a pas négligé le dessin pittoresque, et on le voit dans certaines planches, notamment ici par exemple de la maison grecque à Yanina, qui figurera dans une publication ultérieure. Après ces indications sur la sociabilité, donc, je passe à un autre sujet, consacré cette fois aux motifs et modèles. Dans un deuxième temps, donc, il est peu de régions de la Grèce ignorées par les séjours de Haller, dont on a rappelé tout le périple avec la carte, tout ça a été évidemment très clair. Et donc, il a visité énormément de sites. Je voudrais en particulier m'intéresser à son séjour à Hydra, voilà, dont il a laissé des dessins très précis et qui témoignent de sa curiosité, en particulier pour les moulins, dont il note que les rayons de leurs ailes sont plus nombreux que dans les moulins de son pays. Si le reportage sur Hydra n'est guère animé, on note cependant chez Haller un intérêt constant pour les populations rencontrées, dont il observe par le crayon et la plume usage et costume, dans l'esprit des planches de Stackelberg. Les notes témoignent souvent d'une volonté d'échange avec les modèles. Au début de son voyage, il regrette sa méconnaissance de la langue grecque, mais celle-ci s'améliore sans doute ensuite et on a pu attester la présence d'une grammaire grecque moderne dans l'inventaire après décès. Avec modestie, comme il arrive souvent, Haller souligne toutefois ses limites dans l'approche des habitants, en particulier parce qu'il a du mal à les représenter. À propos, par exemple, de l'île de Spetses, j'ai essayé de saisir quelques costumes qui me plaisaient parfois beaucoup, surtout parmi les personnages féminins, mais comme je suis malheureusement un dessinateur de personnages très maladroits, je n'y ai réussi qu'imparfaitement. Donc vous voyez, il y a un naturel, une simplicité dans les pages du journal qui sont tout à fait séduisantes et qui permettent de compléter la vision très scientifique que l'on peut avoir du personnage. Parmi ses sujets préférés, il faut noter la prédilection pour les Albanais. Ah oui, ça c'était pour montrer le rôle évidemment de la description des vêtements qui va prendre de plus en plus d'importance chez les artistes du XIXe siècle. On le voit ici chez Papetit, par exemple. Alors, les Albanais, qui sont très souvent, qui attirent particulièrement son attention à cause notamment de la qualité de leurs costumes. Et ces costumes sont justement décrits longuement par Bartholdi et influent certainement sur l'attention que Haller leur prête et dont il dessine très précisément les broderies qui sont décrites dans le livre de Bartholdi. Et que l'on retrouve évidemment dans les planches de Stackelberg, comme ici, et que l'on retrouvera tout au long du siècle, par exemple, dans ce dessin de Gleyre,
qui montre un soldat albanais de 1834. Donc l'artiste se montre ému par la beauté des costumes, par les relations qu'il tisse, qu'il peut tisser avec eux. Et ces émotions apparaissent par exemple dans des images de maternité, empreintes de tendresse, comme dans la silhouette de cette femme portant son enfant devant une église byzantine à Ligurio. Ce dessin, qui est daté d'Épidore, est une scène du même registre. Elle est moins réussie, moins précise, mais très intéressante par l'annotation qui y figure, car elle est accompagnée des vers célèbres de Schiller, extraits du poème Das Lied von der Glocke. Et par l'inventaire après décès, on sait que 2 volumes de poèmes de Schiller ont voyagé avec Haller. Et donc ces vers sont ceux-ci, qui sont recopiés en bas du dessin. Der Mutterliebe zarte Sorgen bewahren seinen guten Morgen. C'est-à-dire, l'amour de sa mère veille avec de tendres soins sur son matin doré. Alors, c'est un petit détail, mais en même temps, pour le chercheur qui découvre cela, c'est très important parce que, d'une part, cela montre la sensibilité romantique du voyageur qui a Schiller dans ses bagages, et aussi les relations interculturelles qui se tissent entre ces figures et cette figure maternelle et la sensibilité d'un romantique allemand. Cette curiosité empathique est animée par le sentiment philhellène qu'Haller exprime ouvertement à propos d'un paysan de Ligurio, en disant de lui « On croit découvrir chez ces gens les traces de l'ancienne grandeur grecque, et cela fait d'autant plus mal que ce peuple souffre maintenant tellement sous le joug de l'esclavage. » Et on peut rapprocher ces mots de ceux d'autres voyageurs, notamment de Choiseul-Gouffier, dont Haller a regardé les volumes, notamment pendant son voyage dans une bibliothèque. Et sur le frontispice de son voyage pittoresque de 1782, Choiseul-Gouffier a représenté la Grèce sous la figure d'une femme chargée de fer, semblant évoquer les mânes de ces grands hommes qui se sont dévoués pour sa liberté. Alors, cet engagement philhellène entraîne-t-il une hostilité vis-à-vis du monde turc ? S'il n'est pas très familiarisé au début de son voyage avec leur culture, il s'en montre aussitôt curieux. Par exemple, la Preveza, la première ville turque qu'il a visitée, dit-il, m'a fait beaucoup d'impression, surtout le bazar, etc. Il raconte avec force détail la rencontre avec le bey de Corinthe. Il décrit donc la manière dont il est installé à la manière turque habituelle, les jambes croisées sur le sofa qui court de 3 côtés contre les murs de la chambre, à côté d'un beau jeune homme, son fils. Et cette rencontre montre bien toute la magie orientale que les voyageurs rencontrent en Grèce. On sait bien le rôle de la Grèce dans la naissance de l'orientalisme du XIXe siècle. On en a un exemple ici avec les dessins de Dodwell, les œuvres de Dodwell, de son voyage au début du XIXe siècle, Dodwell qui a été évoqué par Daniela tout à l'heure. Donc on a l'impression que ces épisodes permettent de deviner chez Haller une attitude assez mesurée à l'égard des Turcs. Il n'y a pas de rejet ou de défiance, et il rejoint là le sentiment que Bartholdi exprime dans son voyage de 1805. En marge des positions politiques, et j'en arrive à mon 3e et dernier point, en marge des positions politiques, mais non sans rapport avec elles, journaux, portefeuilles et carnets reflètent aussi, évidemment, la sensibilité d'une époque devant le spectacle du monde. À quelques années de distance et loin des paysages de Saxe,
Haller peut nous apparaître au sein des rochers escarpés qu'il a souvent décrits, comme le Wanderer inspiré de Gaspard David Friedrich. Le bagage dessiné du voyageur dit l'imprégnation constante, la méditation devant les motifs durant ces années de dialogue avec la Grèce. Alors, les termes des notes sont très évocateurs pour saisir les sujets qui attirent l'œil et guident la main. On pourrait isoler, par exemple, la recherche du pittoresque, et ce terme est très important. Il a été étudié par des théoriciens de l'époque, notamment à partir de la fin du XVIIIe siècle, qui montrent que le pittoresque, ça n'est pas forcément le lisse et l'uni, mais c'est aussi la rudesse. Et donc, c'est le choix qui est fait, souvent le choix des accidents et des ruptures, qui apporte le contraste, l'effet de lumière et d'ombre, la richesse de surface, comme on le voit dans les planches de Stackelberg. Et la Grèce abonde en motifs de cette sorte. Et c'est un peu la nouveauté qui apparaît à cette époque, de voir une Grèce éloignée de l'Arcadie poussinesque. Donc les dessins de Haller reflètent ces choix. Et on sait par exemple qu'il a, là aussi dans l'inventaire après d'essai, et cité un dessin de l'intérieur de la grotte d'Antiparos, un des hauts lieux dessinés par les voyageurs. C'est une planche de voyage de Choiseul-Gouffier. C'est un endroit qui suscite un peu l'effroi, qui sera d'ailleurs repris plus tard dans une des nouvelles de Gobineau. Donc, le rôle est en même temps accordé à l'imaginaire. Et on sent Haller souvent dans ses évocations, même rapides, proche de la sensibilité d'un grand témoin, c'est-à-dire Chateaubriand. La découverte de l'Acropole par Haller est assez proche des pages que Chateaubriand y a consacrées. Le travail intérieur est intense autour du travail archéologique et on peut s'amuser de la réflexion très libre que Haller fait dans son journal à propos du commentaire de Fauvel dont on a parlé tout à l'heure, et voici la maison qui était évoquée, donc au pied de l'Acropole. Parce qu'une fois sorti de table, raconte Haller, M. Fauvel nous a accompagnés dans ce sanctuaire des temps anciens de la Grèce. J'aurais certes préféré être seul à y pénétrer pour la première fois, car les remarques et explications qui nous furent faites interrompirent le plaisir que me procurait la première impression des vestiges de sublimes chefs-d'œuvre. Donc une spontanéité, une sensibilité qui recherche les impressions personnelles, ne veut surtout pas se référer à un guide, et finalement il y a une grande modernité dans cette attitude. Alors ce recueillement lui est restitué certainement par les solitudes nocturnes, par ces moments privilégiés que l'on n'a plus aujourd'hui, ou beaucoup moins, quand on est seul sur les sites. J'étais au Parthénon jusqu'à plus d'1h du matin, note-t-il le mardi 2 octobre 1810. La nuit baigne l'expérience du voyageur d'alors. Et c'est évidemment une remarque qu'on peut faire à propos de beaucoup d'autres. On retrouve l'esprit de certains tableaux romantiques qui évoquent la Grèce du début du XIXe siècle, comme ici. Haller est également saisi par les spectacles extrêmes, le déchaînement de la nature lors d'une tempête près de Zante, et où il goûte la jouissance de la grandeur. Et pour ce spectacle sublime, il utilise le terme allemand Erhabene, celui sur lequel a disserté Friedrich von Schiller dans l'essai consacré à cette notion, à la notion du sublime. Dans ce contexte, on ne peut tenir pour négligeable la rencontre avec Lord Byron, sobrement évoquée par Haller dans son journal à propos d'une journée passée à Sounion,
le 29 novembre 1810. Le poète aurait été croisé une seconde fois au Pirée au moment d'embarquer pour l'île d'Égine en 1811. En 1810, Byron, qui a commencé son grand tour en 1809, a déjà médité les 2 premiers chants du pèlerinage de Childe Harold, qui seront publiés à Londres en 1812 et lui assurant une immense célébrité en Europe. C'est une autre manière de voir la Grèce, et on sait bien quelle influence considérable elle aura sur la sensibilité en France, et notamment par les interprétations de Delacroix des contes turcs de Byron, notamment du Giaour. Et c'est un peu à cela aussi que nous assistons en parlant de Haller, parce qu'on retrouve une autre manière de sentir la Grèce, avec l'intérêt pour les mœurs populaires, les paysages de la Grèce moderne, qui font que la vision pédante et glacée s'éloigne. C'est une autre manière de voyager où s'impose la quête de la vibration du moi, les paysages chaotiques, la curiosité ethnologique, la recherche de la couleur locale. Et nous terminerons avec cette image qui reflète assez bien ces nouveaux paysages de la Grèce, traduits ici par Géricault, dans cette vision d'un jeune grec sur un rocher, donc dans un paysage assez hostile qui lui non plus n'est pas très arcadien, et inspiré par le Giaour de Byron, et qui peut apparaître comme, par le geste du personnage, comme une allégorie de la mélancolie moderne. Je vous remercie. Donc oui, moi effectivement, je vais élargir la focale pour faire quelques rappels sur donc la situation géopolitique de l'Europe au moment où Haller, von Erstein et ses compagnons font donc leur voyage à travers donc dans un premier temps l'Italie puis la Grèce. Ce sont des sujets qui sont abordés en fond dans les archives de la collection Haller von Hallerstein, que ce soit dans la correspondance, dans son Tagebuch. Il y a différents éléments qui rappellent que Haller et ses compagnons évoluent donc dans ce contexte géopolitique. Donc lorsqu'il entame son voyage notamment en 1808 vers l'Italie et encore davantage à partir des années 1810 puisqu'il passe notamment par les îles Ioniennes qui à ce moment-là sont sous domination française. Et donc, il faut aussi rappeler donc qu'il vient de Bavière, qui, à partir de 1805, a rejoint l'alliance avec l'Empire français, et qui en est d'ailleurs remercié au moment de la paix de Presbourg en 1805, puisque c'est à ce moment-là que Napoléon fait de la Bavière un royaume. Et que donc Maximilien Ier devient le premier roi de Bavière et reste tout au long de la période napoléonienne un fidèle allié de Napoléon. Et donc, tous ces voyages d'Haller se passent dans ce contexte, à un moment où l'Empire français est à son apogée, notamment à partir des années 1810, et où donc la Bavière est considérablement, voit ses frontières est considérablement élargie au détriment notamment de l'Autriche par l'annexion, par exemple, du Tyrol, du Vorarlberg. Ce sont aussi les moments où les Augsbourg, Lindau rejoignent donc le royaume de Bavière. Donc avec donc Maximilien Ier, qui en est le roi, et son fils, donc le Kronprinz Louis, qui d'ailleurs est né à Strasbourg en 1786. Et qui lui donc va être le protecteur et le mécène de Haller von Hallerstein, et donc c'est par l'entremise de Haller von Hallerstein qui va commencer à constituer sa collection d'antiques, notamment en provenance donc de Grèce.
Et c'est donc c'est le Kronprinz Louis qui lui va avoir des pensées politiques un peu différentes ou divergentes de celles de son père. Il est plus proche des idées nationalistes allemandes qui commencent à émerger, en particulier à partir de la défaite de la Prusse en 1806 et notamment de la parution du fameux pamphlet Deutschland in seinen tiefen Erniedrigung, donc l'Allemagne et son humiliation profonde, donc par l'imprimeur Palm, qui sera d'ailleurs condamné à mort par l'Empire pour avoir publié ce texte. Et donc tout cela, le voyage de Haller, notamment donc à partir des années 1810, s'inscrit dans l'évolution de ce contexte géopolitique, puisque c'est aussi un moment de déprise à ce moment-là de l'Empire napoléonien. Notamment à partir de l'échec donc de la campagne de Russie en 1812, qui entraîne la perte de la grande armée, le retournement notamment de la Prusse et une neutralité de l'Autriche durant la campagne de 1813. Et c'est véritablement donc l'année 1813 qui marque un point de bascule. Donc c'est cette année-là aussi que les fameux marbres d'Égine sont vendus. On l'a évoqué tout à l'heure, et que c'est aussi lié à ce contexte géopolitique que la Bavière finalement parvient à s'en emparer au détriment d'ailleurs de la France. Et l'année 1813, donc notamment l'automne, est marquée par les défaites françaises et par des retournements d'alliance, puisque la Bavière et le Wurtemberg rejoignent la coalition contre Napoléon cette fois, et la confrontation principale a lieu en octobre 1813 à Leipzig, donc une bataille très importante. C'est l'une des plus grandes batailles avant les batailles de la Première Guerre mondiale. Il y a plus de 500 000 combattants qui s'affrontent autour de la ville de Leipzig pendant 3 jours. Il y a aussi une bataille durant laquelle les Saxons, donc les troupes saxonnes, décident d'ailleurs de rejoindre les troupes de la coalition, alors même que leur roi, le roi de Saxe, reste fidèle à Napoléon. Et donc c'est un moment où la Bavière prend clairement parti à ce moment-là contre Napoléon de manière un peu opportuniste, et un moment où donc le Kronprinz peut laisser libre cours à ses pensées nationalistes et à son intérêt également pour la Grèce, puisque une partie du courant nationaliste allemand assimile alors, notamment Arndt, assimile les Allemands aux cités grecques, en considérant que les différents États représentaient d'une certaine manière les différentes cités grecques qui ont pu se libérer, ou en tout cas se défendre de l'Empire perse à partir du moment où ils ont combattu ensemble. Et donc c'est un appel des nationalistes à l'unification des différents États allemands contre la France et l'Empire français dans le cadre des Befreiungskriege, donc des guerres de libération, donc de libération du joug français. Et donc c'est aussi pour cette raison qu'il y a cet attrait extrêmement important pour l'accaparement ou la récupération d'une partie des antiquités, notamment en provenance de Grèce, par cette assimilation de l'Allemagne avec la Grèce, et de l'Empire français avec en fait l'Empire romain, donc une opposition autour de la recherche donc d'origine un peu mythique et de racines des différentes nations au moment où elles émergent et où se construit petit à petit l'identification nationale de différents États. Donc après la défaite française en 1814, puis celle de 1815 après Waterloo et les 100 jours. Lors du congrès de Vienne, la Bavière est donc dans le camp des vainqueurs. Elle perd quelques territoires au profit de l'Autriche, mais récupère une partie de ces territoires, notamment dans le Palatinat. Ah oui, c'est celui-là.
Et de fait, à l'issue des guerres napoléoniennes, la Bavière est l'un des plus puissants États allemands et elle peut rivaliser avec la Prusse ou voire l'Autriche. Et c'est à ce moment-là que Maximilien Ier, puis son fils, donc Louis, qui deviendra Louis Ier de Bavière, s'appuient sur cet héritage antique qu'ils entendent mettre en valeur pour eux aussi revendiquer qu'ils puissent se mettre à la tête d'une unification des Allemands dans un même État politique. Et donc c'est à ce moment-là que sont lancés de vastes travaux, donc notamment avec la fameuse glyptothèque qui abrite donc les marbres d'Égine, mais aussi donc des références à l'Antiquité grecque qui sont très nombreuses à ce moment-là en Bavière, avec notamment, donc vous avez à droite la Valhalla, qui est donc une reproduction du Parthénon qui se trouve donc en Bavière, qui est un peu l'équivalent du Panthéon pour l'Allemagne, sauf que les corps ne s'y trouvent pas, ce sont des représentations qui sont placées dans ce temple. Et ce Valhalla est inauguré donc, le 18 octobre 1842, soit une date anniversaire de la bataille de Leipzig, qui donc en allemand prend le nom de Völkerschlacht et qui est considéré comme le lieu où les Allemands ont décidé de s'unir afin de s'émanciper donc de l'oppression française. Et donc, ce n'était pas par hasard que le roi de Bavière choisit donc à la fois cette référence grecque et à la fois cette date pour inaugurer ce monument donc en 1842. Et les Français d'ailleurs le comprennent très bien. Il y a des archives des services consulaires français où l'ambassadeur note ce type de référence, tout en rappelant que jusqu'en 1812, les Bavarois étaient du côté français, puisque le roi de Bavière met aussi en avant donc, les soldats morts durant les campagnes napoléoniennes en prétendant qu'ils se seraient battus pour l'unification allemande dès 1812. Et donc dans les autres références à l'Antiquité, dans la construction de grands monuments pour servir à l'édification de cette nation bavaroise, figure également la Befreiungshalle de Kelheim. Donc ça, j'ai pas mis de photo, mais donc c'est un grand bâtiment en forme de rotonde qui lui aussi renvoie donc à l'Antiquité, qui lui est inauguré le 18 octobre 1863. Donc là, c'est pour le cinquantenaire de la bataille de Leipzig. Et donc ces différents bâtiments sont destinés donc à mettre en valeur la lutte des Allemands contre Napoléon pendant les Befreiungskrieg. Et donc ici, on a un tableau qui est daté de 1847. Il s'agit donc d'une commande de Louis Ier à Wilhelm von Kaulbach, qui représente les différents artistes et les érudits qui ont œuvré au développement des collections bavaroises qui sont constitutives à la fois de la glyptothèque, de la pinacothèque. Et on va retrouver donc Aller von Hellerstein ici, qui tend donc un vase qui représente donc les antiquités au roi de Bavière. Et donc qui met en valeur donc l'ensemble de cette politique destinée à collationner des collections prestigieuses pour s'efforcer d'ériger le royaume de Bavière au rang des grandes puissances européennes et donc défendre l'idée que la Bavière puisse elle aussi revendiquer donc ce statut de puissance qui pourrait mener à l'unification de la nation allemande. Donc ces différents éléments permettent de resituer le voyage de Aller von Hellerstein et de ses compagnons et de rappeler donc ces influences que
qui sont tangibles dans les archives que nous conservons, que ce soit dans la correspondance, dans le Tagebuch. On voit les différents rapports que peut avoir Haller von Erstein, que ce soit avec les consuls français, avec les consuls d'autres puissances, avec les Anglais également. Ça souligne donc aussi cette importance qu'il y avait à ce moment-là de s'approprier en quelque sorte une part de ce passé pour servir à la constitution de cet imaginaire national qui était en cours de construction. Et ce qui est aussi intéressant de voir en contrepoint dans l'épopée de Haller von Hallerstein, qui même s'il ne cache pas ses sentiments anti-français, ont développé donc avec ses compagnons donc cette association, le Xénéon, qu'on a évoqué aussi tout à l'heure, qui lui prend un peu le contre-pied de tout ce contexte politique en mettant en avant que ce qui faisait l'unité des membres de ce Xénéon, c'était donc justement leur philhellénisme, et que, donc c'est dit clairement dans la charte, que les différences de religion, de race, de nation n'avaient aucune importance, et c'était l'amour de la Grèce qui devait les réunir. Et donc ce qui est une autre ambiguïté présente chez Haller von Hallerstein, donc c'est à la fois cette mise en avant d'une forme d'universalisme tout en ayant contribué à porter le discours politique de son roi, donc de Louis Ier de Bavière, donc au moment où il cherche à s'approprier une partie du prestige des différentes civilisations antiques. Donc c'est aussi quelque chose qu'on souhaitait souligner et qui est présent dans le fond, donc Karl Haller von Hallerstein. Je vous remercie. Merci beaucoup Jérôme pour cette brillante mise en perspective et mise en contexte. Je vais très rapidement conclure, alors malheureusement avec des choses qui ont déjà été dites, vous me pardonnerez, et je vais essayer d'aller au plus vite, histoire également de vous laisser le temps de vous sustenter un peu et puis de prendre un verre de l'amitié ensemble à l'issue de cette séance. Et puis éventuellement, bien entendu, de répondre à vos questions si vous avez des interrogations qui n'auraient pas été levées encore durant cette présentation. Donc rapidement, quelques petits mots de conclusion. L'intérêt de Karl Haller von Hallerstein, comme nous avons tenté de le montrer dans cet ouvrage, est multiple, vous l'avez compris. Il est à la fois acteur des débuts de l'archéologie classique et un voyageur du Grand Tour. Il est aussi un témoin de la Grèce pré-révolutionnaire. On ne trouvera cependant que de très rares mentions dans son journal de la nature de la tutelle ottomane. Il parle des Ottomans, il en fait des descriptions, mais on a assez peu de considérations véritablement politiques sur ce que vit le peuple grec et sur la nature de la tutelle ottomane. Et cela peut être décevant également pour des historiens qui s'attacheraient à ces questions. On le comprend néanmoins, et ça a été dit par Christine de manière très précise et très détaillée, en gardant à l'esprit que Haller est avant tout un artiste en quête du beau, jusqu'à ces derniers instants, comme en témoigne le projet d'épitaphe qu'il rédige peu avant sa mort, en octobre 1817, et dont le texte manuscrit figure dans nos archives. Cette épitaphe résonne comme un testament spirituel qui vient conclure le long périple en terre grecque. Wanderer sage in Deutschland, dass ich hier ruhe, weil ich nach Vollkommnung rang, que l'on peut traduire par voyageur dit en Allemagne, qu'ici je repose pour m'être efforcé à la perfection ou vers la perfection. En revanche, on dispose donc avec les dessins de Hallerstein qu'il a réalisés d'une véritable archive visuelle de la Grèce des années 1810, de ses milieux naturels, de ses paysages et de ses habitants. Alors bien sûr, il est également un acteur, comme l'a souligné Daniela et Jérôme, parmi de nombreux autres, des prélèvements de pans importants du patrimoine archéologique grec et de leur transfert dans les musées d'Europe.
Il faut toutefois souligner que ce patrimoine n'était alors pas protégé par les autorités turques qui ne s'en préoccupaient guère, et à l'inverse de certains de ses prédécesseurs, et notamment de l'italien Giovanni Battista Luzieri, qui au service de Lord Elgin a employé des méthodes agressives et destructrices sur le Parthénon, Haller et ses compagnons procèdent avec plus de discernement et de mesure, et surtout dans une optique différente, éminemment scientifique, posant les bases de l'archéologie moderne, comme en témoigne l'importante documentation produite à cette occasion. Par ailleurs, au-delà des idéaux généreux et désintéressés déjà inscrits dans la charte du Xénéon que nous avons évoquée, Haller participe également à la prise de conscience par les Grecs de la nécessité de protéger leur patrimoine en devenant membre en avril 1814 de la Société des Philomouzoi, créée à Athènes en septembre 1813 et qui pose les jalons justement de la protection et de la sauvegarde du patrimoine archéologique à des fins scientifiques et culturelles. Et ce n'est pas la moindre ambivalence de son action qui se déroule à une époque charnière de transition entre une période de prélèvement plus ou moins sans vergogne et les années post-révolutionnaires durant lesquelles on assiste à la naissance d'une politique publique grecque en faveur de la sauvegarde des antiquités. Voilà, nous concluons ainsi et nous vous remercions très sincèrement de votre présence et de votre attention. Et puis à bientôt peut-être pour une autre édition.